À chaque début d'année, on a toujours des bonnes résolutions. Alors faites comme El Poyou, Chavonne, Carotte et Tot. Leur bonne résolution, c'est de participer à notre Tipeee. Ça leur a permis d'améliorer leur karma, d'avoir maintenant gagné des bons points pour aller au paradis. Donc faites comme eux, donnez à Tipeee. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui souhaite un joyeux anniversaire à Jordi et Soprano. Bonjour tout le monde, j'ai un micro qui s'est remis en marche mais qui a failli déconner. Oui, notre matériel commence à vraiment partir en sucette, mais nous avons pris la bonne résolution d'avoir plein de tipeurs, s'il vous plaît, pitié, pour nous acheter du nouveau matos parce que ça part en vrille. Mais nous avons décidé de prendre d'autres résolutions, car c'est le nouvel an, enfin voilà, ouais, alors, il faut faire les choses bien. Non, je t'arrête tout de suite. Moi je trouve que comme bonne résolution, il faudrait déjà arrêter de fêter l'anniversaire de Jordi et de Soprano pour une émission, pour commencer une nouvelle année. En termes d'image de marque, tout de suite, c'est pas le bon signe. Soprano, son cœur il est à Marseille. C'est bien ce que je dis. Voilà, alors, et Jordi... Son cœur, pour l'instant, je sais pas, je crois que ses parents l'ont gardé en héritage. Bon, nos bonnes résolutions pour cette année sont simples. J'ai décidé que Vas-y, dis-le, tu peux le faire, vas-y, essaye. Je voudrais pas t'interrompre. Non, justement. Voilà, je ne vais plus couper la parole. Voilà. Et là, messieurs, dames, je peux vous garantir que si déjà il tient la durée de l'émission, ça sera un miracle. C'est sûr, ça va pas être facile. Ouais, mais enfin, toi, c'est pas mal non plus. Hein. Oui, alors, personnellement, je vais tenter de ne pas atteindre le point Godric. Godric Gryffondor, le Godwin. Godric Gryffondor. Godwin, donc. Le point Godwin, tout de suite. Voilà. Et Thio C'est facile, je dois plus passer en troisième sur le coup. Oui, surtout tu dois... Ouais, non. Comme ça, j'ai expliqué. C'était pas comme ça qu'il fallait la présenter, non. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, non, bah moi je passe en premier maintenant parce que je comprends. Voilà. Donc, passer en troisième, c'est toujours plus sale. Hein. Voilà. C'est quand il passe en troisième qu'il arrête de dire tout comme les autres. Voilà. Qui trouve un argument en plus, tu vois. Donc, quelque chose. maintenant, quand je passerai en troisième, il faut que je trouve un truc en plus à dire. C'est ça. Faut qu'il y ait une espèce de valeur ajoutée, tu vois. Bref, que tu serves à quelque chose dans l'émission, quoi. Ouais. Ok. Hein? Okay. Bon, on vous laisse compter les points et dire combien de temps on va tenir. C'est pas évident. Bah écoute, là, vu l'ambiance qu'il y a tout de suite, si tu veux, on va pas tenir longtemps pour l'émission. Ouais, donc ce soir, on va vous parler de quoi? On va vous parler donc de L'aimant, de Bidou, une vie de chien, de Huck, du Règne, tome 2, de Paco les mains rouges, tome 2 aussi, et du nouveau Daredevil, All New Daredevil. Je ne sais pas, j'ai pris aussi comme bonne résolution d'arrêter de vous reprendre en anglais. All New Daredevil. Très bonne résolution. 1 et 2, voilà. On commence tout de suite? Ouais. Attends, j'appuie sur le bouton, mais je voudrais pas vous interrompre. C'est pour ça. Eh ben, ça va pas être triste. Ça va être chaud. Tu nous parles de L'aimant, Isaac? Je peux le faire. Je peux le faire. Dès que je t'invite à le faire en premier. Tu es prêt? Tu as quand même prévu des arguments au cas où tu passeras en troisième. C'est bon, tu es chaud? C'est bon. Ok. Alors, L'aimant de Lucas Harari. Au scénario, au dessin, à la couleur, à la couverture, à l'édition, à l'impression, à la distribution. Sarbacane. Sarbacane, l'éditeur, monsieur. Chez Sarbacane. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, on se situe en 2013, qui sert le café dans un café à Paris. Et en fait, il sert le café à son ancien professeur d'architecture. Et donc son professeur lui demande mais qu'est-ce que tu es devenu, comment se fait-il que tu n'aies pas publié ton travail, etc. Donc après avoir essayé de sortir de fausses excuses, il admet qu'en fait il n'a pas du tout eu un problème de santé, ou plutôt que le problème de santé était un problème psychique. Il a fait une espèce de bouffée délirante lors du travail qu'il menait sur sa thèse. Et sur quel sujet portait sa thèse? Eh bien les termes de valse
et il cherchait en fait à résoudre une vieille énigme, une espèce de truc comme ça qui traînait sur l'architecture des murs, un secret qui pouvait exister, etc. Et dans un accès de bouffée délirante, pendant laquelle il pensait avoir résolu l'énigme, il a finalement détruit en fait l'intégralité de son travail, de ses fichiers de recherche, etc. Et donc, on part sur cette idée-là où ce jeune homme, finalement, va décider de se remettre à la tâche, de se remettre au travail sur cette énigme-là, et de repartir d'une certaine façon aussi sur les traces de ce qu'il cherchait. Donc, il connaît parfaitement bien les termes de valse qui existent vraiment. Hein, attention, on est sur quand même quelque chose qui est très ancré dans la réalité, somme toute. Et donc il va décider donc de reprendre son enquête, de partir en voyage au terme de valse, de se rendre donc directement sur place pour enfin résoudre cette énigme. Alors peut-être pour la première, peut-être pour la deuxième fois, ça c'est une autre histoire. Mais il va donc mener l'enquête sur l'architecture et les secrets que peuvent renfermer les termes de valse. Voilà donc pour le pitch. Oui. Concernant le dessin. Lance-nous un peu. Ouais, non, ça va. À mon avis, je pense que par contre, il va manquer de rythme. Lui, Ouais, c'est ça. Parce que là, du coup, il ose plus de commencer à parler. T'as vu, ça fait peur, hein. Il a peur. Tu te regardes. Pourtant, j'ai lancé, je lui ai laissé de la place, hein. Je lui ai laissé de la place, mais il n'a pas voulu. Alors, concernant le dessin, alors moi, je vous avoue que ce bouquin, de manière générale, dans son ensemble, j'étais absolument fan. La première des choses, déjà, j'ai adoré le format, j'ai adoré la couverture, et quand j'ai commencé à feuilleter, donc on est sur un grand format, on est sur quelque chose qui doit faire du 22 par 30 quelque chose. C'est du grand format, c'est une très belle édition avec un papier assez épais, un petit peu granuleux. Enfin, vraiment il y a quelque chose de bien réalisé là-dedans, un bel objet, d'eau toilée, etc. Et alors le travail qui est mené à l'intérieur, aussi bien au niveau de l'enquête qu'au niveau des cadrages, tout se prête à un travail sur l'architecture et les lignes. Et ce travail sur les lignes, c'est aussi bien de l'archi que de la photo, et moi personnellement la photo ça me parle, et là vraiment il y a quelque chose d'absolument fabuleux qui est fait. Alors concernant la partie couleur également, il y a un gros travail qui est mené, on est principalement sur une ambiance froide, donc beaucoup de bleu, beaucoup de noir également, on travaille beaucoup sur les ombres, ça c'est quelque chose de très important et je trouve que ça se rapproche encore une fois du travail sur les lignes et sur la photographie. Et donc on bascule dans beaucoup de bleu, du blanc, du rouge, du noir. C'est uniquement ce qui est montré. Sur certaines planches, il y a presque un petit travail doubapo avec le travail sur les pièces, les lignes qui viennent interférer d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, d'une planche à l'autre. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une énorme recherche qui est réalisée sur tout ce travail de mise en page et de cadrage. Il n'y a pas trop de texte. Le sujet avance comme somme toute assez facilement, assez rapidement. L'intrigue est bien menée, mais alors vraiment, voilà, moi je reste béat devant le travail qui a été mené sur la partie esthétique. Il y a vraiment une mise en page, un travail sur les lignes, qui correspond tout à fait à l'ambiance qui veut être donnée dans cette enquête. Pierrick, je te donne la parole. Bien, bien. Tu trouves pas qu'il y a une sorte de style graphique? Alors déjà, ça se passe en Suisse. Je te rappelle qu'il n'y a pas de trains qui sont passés là-bas. Hein. Et ensuite, qu'il y a un style graphique qui fait beaucoup penser à celui d'Hergé, qui paraît-il avait des accointances avec le Parti national socialiste. Tu ne penses pas, Isaac? Mais là, je suis vraiment en train de tenter de te faire rater ta bonne résolution, voir jusqu'à quel point tu vas tenir. Il essaye, hein. Il essaye. Hergé, c'est renseignements généraux, c'est ça? C'est pas chaud, c'est ça? Non, j'ai trouvé que la ligne claire est vraiment super bien menée. Moi, je suis pas fan d'Hergé en soi. C'est-à-dire que j'aime pas trop Tintin, j'ai jamais accroché, même si je reconnais les qualités techniques et graphiques. Je trouve que c'est très très bien assimilé. Oui. Il y a un vrai hommage. Voilà, oui, d'ailleurs tu le vois, hein, t'as la fusée à la fin qui est en pure citation. Hein. Et puis il y a aussi un travail sur le découpage, ne pas avoir mis de gouttière entre les cases, qui remplit tout l'espace en fait. Et puis ça permet justement de faire poursuivre les lignes d'une case à l'autre. Voilà, il y a un grand jeu à ce niveau-là. Donc c'est vrai que graphiquement, faut aimer un peu ce style-là. Moi, je n'en suis pas fan, mais ça fonctionne très très bien parce qu'on est sur une histoire qui est un peu hors du temps.
d'un point de vue des époques, de tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Et il y a cette sorte de micro-spoil, il y a un petit côté fantastique qui est amené Bien tout sûr. en douceur, mais vraiment tout en douceur. Ouais. Et Donc donc, du coup, de façon presque crédible. J'irai pas jusque-là. Presque crédible. Parce que c'est amené justement suffisamment correctement pour que ça puisse s'intégrer à l'histoire. En tout cas, voilà, ça m'a fait beaucoup penser aux récits fantastiques comme on pouvait avoir dans du Fleuve Noir à l'ancienne. Ce genre de choses-là, ça marche plutôt bien. Après, voilà, c'est pas le genre de bouquin et d'esthétique, moi, qui me laisse pantois. Mais je reconnais vraiment un travail de recherche, d'écriture et de cadrage assez admirable. Oui, c'est très propre, c'est très léché, il y a beaucoup de recherches, c'est très documenté. Voilà, moi je trouve qu'il y a un énorme travail là derrière. Il faut rappeler que c'est un premier bouquin. C'est son premier bouquin. On parlait de Bablé il n'y a pas très longtemps de ça. Avec la différence qu'il y avait entre son premier et son deuxième. Quand je vois le premier qui est celui-ci, j'attends le deuxième. Vraiment. Il pourrait y avoir un gros coup. Voilà. Kyo. Mathieu, Alors, tu passes en troisième. je passe en troisième, donc il faut que je sois un petit peu novateur sur le coup. Donc, je vais parler un petit peu des termes de valse. Il y a un lien Premièrement- avec l'eau. Premièrement, je connaissais même pas le truc. Ouais. Voilà, clairement. Je sais même parler de termes de valse. Tout le monde est là autour de la table en disant, parce qu'on en a déjà parlé lors d'un club BD. Je connaissais pas non plus. Hein. Tout le monde a fait oui, les termes de valse. Là, ils ont fait ah oui, les termes de valse. Là, j'ai fait Moi, j'ai fait ça pour me la péter, hein, parce que ah ok, d'accord. Donc, j'étais là, Ça y est, on le sait. donc j'étais le seul à dire c'est quoi en fait, qu'est-ce qu'ils sont de particulier. Et là, on m'a dit non, c'est des termes qui ont été dessinés par le mec qui s'appelle Zumthor, c'est ça ou- C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, je suis quand même super déçu parce que en le voyant en fait dans le bouquin et en voyant ensuite les termes en photo, je pensais vraiment que c'était beaucoup plus grand que ça. Alors que visiblement, en fait, les termes sont pas non plus un bâtiment de ouf au niveau taille. Ah non, mais alors après, voilà, ce qui était novateur, c'était la forme des termes. Oui. Quand tu compares ça aux autres termes qui peuvent exister dans les Alpes ou dans les Alpes françaises ou suisses, où on est sur des vieux bâtiments à l'ancienne, assez cossus, etc. Là, on est sur des lignes qui sont extrêmement pures. Enfin, Ah non, mais c'est très beau, mais je tu vois, pensais- c'est je le quelque voyais- chose de je le très voyais- novateur, quoi. Je le voyais vachement grand, en fait. Visiblement, quand tu vois les photos, c'est pas si grand que ça, quoi. Bah, c'est le principe des termes, en fait. Non, mais je pensais le bâtiment plus grand, c'est tout. C'est que voilà, D'accord, tu vois, ok. encore une fois. Ok, non, mais ok. Ok. il faudrait faire un spin-off de Thermae Romae sur les termes de Ah valse. oui, c'est pas faux, Termes tiens. de valse, ça peut être sympa. Comme tu disais, je trouve que le traitement du côté un peu fantastique et je trouve super bien mené parce que tu t'attends pas un brin à ça. Et surtout après comment il te l'amène et les questions que ça te pose, comme tu disais, par rapport au fait que est-ce que c'est le début de l'histoire, est-ce que c'est le milieu, est-ce que c'est la fin. Quand vous lirez le bouquin, vous comprendrez en fait cette phrase, mais ça, moi aussi, ça m'a posé beaucoup de questions au final, justement, de se dire, mais à quel moment on est? Complètement. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Clairement, je ne serais jamais allé vers ce style de bouquin. Merci Tizak, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Très surpris. La ligne claire, comme tu disais, Pied a été, je trouve, assez. C'est pas joli graphiquement, mais C'est très réussi malgré mais tout. ça amène beaucoup de clarté Ouais. au propos et surtout, ça laisse beaucoup de place pour le décor. Ouais. Voilà. Complètement. Mais puis, ça permet de conserver cette ambiance aussi, un peu froide, un peu épurée. Le choix de cette ligne-là pour les personnages, ça correspond à l'ensemble du reste du décor de l'architecture. C'est très cohérent dans l'ensemble. Donc personnellement, je vous le dis, moi je mets un coup de cœur. Maintenant, vous me suivez, tant mieux, vous me suivez pas, tant pis. Mais moi je l'annonce, pour moi c'est un coup de cœur. Alors moi, je vais passer en deuxième. Comme ça, du coup, je vais Il y a la pression sur le. je vais t'avoir à la bonne. Moi, je dirais aussi oui, parce que je sais que Pied va dire non. Exactement. C'est Voilà. triste. Je... Non, mais c'est Désolé. triste. Ne pas être capable de reconnaître le talent quand on l'a sous les yeux, c'est triste. Ah, si, je le reconnais, mais c'est une question purement De vengeance ? subjective. Oui, Ouais. oui, ok. Non, je, mais vais te, ok. je vais te faire avoir une douche froide. Hmm. Je suis triste.
Bidou, une vie de chien. Merde. Je te balançais une perche, hein, t'as vu? Bah, je t'ai quand même fait la transition quand même. Hein. Alors, Bidou, une vie de chien, une bande dessinée de Eduardo Damasceno et de Luis Felipe Garocho, bande dessinée brésilienne. Tu tentes l'accent quand même. Hein. Ouais, je sais, surtout que c'est l'accent brésilien, que ça va être sûrement bidon. Alors, Bidou est apparemment un personnage grand classique de la bande dessinée brésilienne. Il y a même une fondation autour de son auteur qui s'appelle Fondation Bidou. Mauricio de Sousa, et qui est l'éditeur original de ce personnage. On peut voir sur le logo le design original de ce petit chien qui, je pense, passait dans les journaux. Ça doit être leur Garfield local, un truc dans le genre. Et donc là, on est sur un album beaucoup plus standard et classique, chez Vent d'Ouest, qui nous raconte la vie d'un petit chien, un petit chien errant, qui vit dans une carcasse de caisse, et qui se retrouve à se faire un petit peu éjecter, un petit peu emmerdé, et qui va essayer de s'en sortir, tout en cherchant l'endroit où il devrait être, trouver le maître qui est fait pour lui. Et en parallèle, oh mais quelle heureuse coïncidence, un enfant qui cherche un chien qui serait le chien pour lui. Oui, mais il cherche le chien idéal. Le chien idéal, le chien parfait. Tu te dis, mais ils sont faits pour chien avec une mèche blonde non, il est tout bleu. J'étais à deux doigts. Ouais. Et donc, il cherche ce chien idéal, il ne le trouve pas, il va même fouiller un peu partout, ça marche pas. Et on va suivre les mésaventures surtout du chien qui est le conteur. Voilà, donc en gros, vous avez un pitch assez basique, assez enfantin, qui sonne très jeunesse, mais il y a un traitement qui vaut vraiment pour moi le coup d'être lu. C'est-à-dire que déjà, on va éliminer le côté graphique, on est dans un traitement graphique très moderne, très léché, qui fait penser un peu au route d'animation. De dessin d'animation, quelque chose qui a vraiment beaucoup de mouvement et beaucoup de pêche, quoi. Je trouve que ça en jette pas mal. Et surtout, même si c'est le chien qui raconte, il y a des petits côtés voix off. Cette voix off là n'est utilisée mais que très 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 ponctuellement. Tu te dis, quand tu commences à voir la voix off, tu te dis bon, c'est bon, le chien il va nous raconter ses états d'esprit non-stop. Pas du tout. Et c'est quasiment présenté que du côté des animaux, donc avec quasiment que des bulles qui montrent des images, voilà, pour montrer ce que se disent les chiens entre eux. Et les chiens parlent en dessin. Et c'est vachement efficace, c'est vachement clair. Ils ont un langage qui marche bien. Et donc on se retrouve sur une narration, mais qui pour moi, est très très moderne, alors que c'est un personnage qui, je pense, doit être assez ancien, assez classique. Et c'est même si je connaissais pas le personnage d'origine, ça me laisse l'impression d'une modernisation, mais vraiment efficace, qui peut toucher le jeune public actuel. Alors que oui, quand tu vois les vieilles BD de Bidou, c'est peut-être pas aussi tentant. Voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment sur cette histoire, qui en plus s'amuse beaucoup à nous faire croire que le gamin et le chien vont se rencontrer plusieurs fois autour de l'album, et à chaque fois il se passe à côté de peu. Je pense qu'il y aura sans doute des suites, mais en tout cas c'est un one shot qui marche bien et qui est plutôt cool. Voilà, surtout que Bidou est pas un chien totalement sympa quand même, parce qu'il fait quelques coups vaches. C'est un chien, quoi. Oui, voilà, non, mais il est pas présenté comme le héros parfait, tu sais, ce truc. Snoopy. Disons qu'il est candide. C'est pas un Snoopy. Il est candide par moment, mais la naïveté a des limites, quoi. À un moment Oui. donné, il va pas non plus se laisser faire à chaque fois. Comme tu disais, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le bouquin, c'est ce traitement, on va dire, de discussion entre les animaux, qui au début m'a un peu interrogé. Je me dis merde, c'est assez étrange, mais en fait finalement ça fonctionne vraiment très 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 bien. Après de là à m'enfiler peut-être Bidou à la plage, Bidou au camping, Bidou rencontre des copains, je n'irai peut-être pas jusque là, mais Bidou chez Frolic. Bidou mange ses copains. Allez. Bidou joue à chat. Voilà, en tout cas, c'est
J'allais dire c'est frais. Tiens, je vais prendre cette expression. Voilà, j'ai trouvé ça très très C'est frais. rafraîchissant. C'est rafraîchissant, Bidou, une vie de chien. La lecture était agréable et je trouvais que voilà le petit côté, ce petit côté intéressant de la discussion par dessin, dans une bande dessinée en prime, je trouvais que c'était quand même une bonne mise en abîme, quoi. Un truc sympa. Ça marche bien, voilà. Je pense que ça peut être très sympa pour la lecture jeunesse. Pour moi, c'est vraiment le genre de bouquin assez efficace, je pense, sur des enfants qui sont déjà lecteurs, hein, parce qu'il n'y a pas des tonnes de textes non plus. Mais voilà, ça me semble plutôt bon ouvrage. Moi, je trouve qu'il y a un choix sympa au niveau des couleurs. On est sur des choses un petit peu atténuées, un petit peu pastel. C'est un bon choix. Et pour le coup, je trouve que la couverture ne lui rend pas hommage. Cette espèce de orange un peu fadasse, là, je sais pas, il correspond pas forcément à ce que j'ai pu voir à l'intérieur. Ça correspond pas au reste, je trouve. C'est un peu dommage. Je pense que l'idée, c'est d'attirer l'œil des gosses, hein, mais Ouais, là, mais on est justement, dans un pur choix marketing, je pense, au niveau de la couve. Ils auraient tapé dans une autre couleur. Je pense que ça aurait pas été un mal. En gardant le même esprit, le même cadrage et même tout ce que tu veux. Mais alors, ce choix du orange ne correspond pas vraiment à ce qui se passe à l'intérieur. Je sais pas, moi quand je vois ça, je pense à un chien qui va être en intérieur et je le vois alors que tout le bouquin se passe à l'extérieur, se passe dans la rue, Oui, etc. quasiment. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a collé une espèce de tapisserie au mur et que ça va se passer dans une chambre, quoi. Tu vois, je trouve que ça vend mal le contenu. Ouais. C'est le chien qui fait ça, non? Voilà, Bidou, une vie de chien chez Vent d'Ouest. Avec un quatrième de couve où on dit que, je crois, le plus chou de tous les toutous. Le plus chou de tous les toutous. Rago toutou. Allez, on reste au Brésil. Et oui, non, ça fait. C'est la transition intello. Ouais, parce que le monsieur me dit, enfin, ça fait quand même déjà 3-4 jours qu'il la prépare. Hein, parce qu'il me dit, en fait, j'ai une transition de ouf entre Bidou et Huck. La transition brésilienne. Ouais, la transition brésilienne. Ah ouais, il y a beaucoup de trans au Brésil. Ah, j'ai pas droit au point Godwin, hein, merde, je tape ailleurs. Hein. Ok, donc Huck, Huck de Marc Millar et de Raphaël Buquerque et de Dave McKeag. Ah, c'est presque Dave McKean, mais non, en fait. Aux couleurs. Là, je sais pas comment vous le prononcez, les gars. Hein, voilà. C'est chez Panini Comics. Donc, pourquoi je l'ai acheté déjà? Parce que bon, voilà, c'est moi qui l'ai acheté. Parce qu'il était en promo. Parce que Marc Millar et parce que Raphaël Buquerque. Voilà, tout simplement. Ouais. Marc Millar, donc Wanted, qui casse. Superman Red Son. Non mais ouais, aussi Red Son. Ouais. Ultimate. Et non, ça on s'en fout. Après donc Raphaël Buquerque pour les American Vampire. Voilà. Je me suis dit ça va être vachement cool, un bouquin fait par eux deux. Et j'ai pas été déçu. Alors de quoi parle Huck? En fait, on a un bébé qui a été abandonné dans une toute petite ville, un tout petit bled. En grandissant, le gamin en fait va avoir des super pouvoirs. Mais en fait, ces super pouvoirs, ça reste au niveau de la ville. Le mec, il met un petit peu tout ça au service de tous les habitants. Il va, par exemple, aller récupérer le collier qu'une moufette a perdu dans un lac. Il va aller te chercher de l'essence alors que tu es perdu au fin fond du truc. Enfin voilà. En fait, il fait grosso modo une bonne action, enfin une ou plusieurs bonnes actions par jour, pour que en fait le monde de ses amis proches aille mieux. Ça fait un peu feel good compagnie, quoi. Mais ça marche bien. Bon, bien évidemment, il va y avoir un petit événement qui va venir briser tout ça. Et notre Huck, notre pompiste, donc au super pouvoir, va se retrouver mis en lumière, on va dire, au niveau national, et mis en lumière, bien des gens qui savent comment Huck est né. Vont essayer de le récupérer. Lui, va essayer de retrouver, on va dire, sa famille, parce que là maintenant, il va savoir qu'elle existe. C'est un one-shot. Graphiquement, Albuquerque fait toujours le taf, et je trouve qu'il le fait même de mieux en mieux. Par rapport à American Vampire, je trouve qu'il y a encore... moi, j'étais déjà très fan sur American Vampire, et même si je trouve quand même que les premiers tomes sont un peu, des fois... c'est pas jojo, mais là, je trouve que vraiment, c'est très très chouette. C'est vraiment parfaitement mené. Les moments un peu cool, les moments un peu badass sont super bien.
Et au niveau du scénario, c'est classique. Il n'y a rien d'original dedans, mais c'est très efficace. Voilà. C'est vraiment un petit one-shot qui m'a beaucoup plu. Ouais, une histoire bien construite. Puis on a un héros très naïf, un peu bené, quoi. Il joue beaucoup là-dessus. C'est le mec sympa du coin, quoi. Ouais, c'est le mec gentil. Son Il est pouvoir. gentil. Alors que, bon, il est super fort, il va super vite, il vole, enfin, et tout ce que tu veux. Mais son pouvoir principal, c'est qu'il peut trouver les choses que les gens ont perdues. Et ouais, non, je trouve que c'est très bien mené. Alors, ouais, dans l'intro, il parle beaucoup du fait que Millard, maintenant, quand il écrit des BD, il pense tout de suite à vendre les droits cinématographiques. C'est peut-être un bon moyen de gagner de l'argent quand tu fais de la BD. Ça ferait effectivement un film plutôt sympa. Allez, peut-être pas assez cynique vu la mode de ce qui marche en ce moment. C'est assez feel good, ouais, c'est assez cool. Quelques bonnes surprises de retournement de situation d'un point de vue scénario. Parce que je crois qu'on devient un peu naïf aussi en lisant cette BD. On se prend au jeu. On se prend au jeu, ouais, Ouais. c'est clair. Et voilà, non, franchement, un album bien sympathique. C'est vrai que le dessin enfin, et puis les couleurs, quoi. Il y a un travail sur les couleurs qui est assez excellent, je trouve aussi, qui marche super bien. C'est très très efficace. J'ai beaucoup aimé cette BD. Voilà. Bah, écoute, je vais pas en dire plus. Hein. Après, on était que deux en pas de le lire. Moi, je veux bien passer en troisième pour Un dire un petit point Godwin ou pas non, j'ai pas besoin Parce de que point Gold. il est grand, blond et baraque. Ouais, mais il aime les oiseaux. C'est Et vrai. surtout, il y a une coque aussi sur la pochette, donc il ne peut pas être aussi teuton que ça. Ok. Le règne, tome 2. Et oui, Le règne, tome 2, toujours de Runberg et Monsieur Boiscommun au dessin, n'est-ce pas, Mathieu? Un commentaire? Non. Aucun. Donc, on Mais continue. j'aime tout ce que tu fais, par contre. Tout ce que je fais. Ouais. Ah, ça me fait très plaisir. Je voulais te le dire. Voilà, Ok, merci, ça me touche. C'est un peu feel good moment. Ah ouais, c'est le feel good moment. Ouais, c'est cool. Tu vois, c'est là que normalement un bon ingé son aurait balancé une petite musique, machin quoi. Ouais, mais j'ai plus de réseau, ils pomment tout en regardant des matchs NFL pendant les émissions. C'est le Alors problème on d'enregistrer le retrouve, dimanche soir. bon on bosse un peu les gars là, hop, on y va. Donc on retrouve notre groupe de mercenaires qui continue donc son périple pour arriver aux portes du shrine, mais on commence tout de suite par un flashback sur l'un des trois personnages, j'allais dire l'une des trois personnages forcément parce que c'est la seule personnage féminine, Octavia, et on nous explique comment ils sont passés, comment est-ce qu'elle a atterri finalement dans cette équipe de mercenaires. On nous montre que donc elle avait déjà de très très fortes aptitudes au combat, cette jeune femme, puisque elle était en train de mettre la misère à un groupe de rock bien armé, elle avec un simple bâton. Et Un groupe d'O-Rock. Voilà. J'ai entendu un groupe de rock, ça me non, fait un un peu groupe bizarre. de rock. Voilà. Au rock. Un groupe de haut rock, bien armé. Et là, lorsqu'elle commence un petit peu à affaiblir, parce que bon, à un moment donné, ça commence à fatiguer, et bien c'est là que nos deux autres protagonistes, Pentacrius et Isaac, non pas moi, l'autre, débarquent. Le vrai badass, parce que le- pas Isaac, le nôtre. Enfin, je suis poilu, mais pas tant que lui quand même. Débarque donc pour lui filer un petit coup de main et lui proposer du coup une vie de liberté, une vie d'argent, mais au service des autres, donc des gentils mercenaires. Et du coup, effectivement, ils vont là dans ce qui nous a été proposé dès le premier tome, proposer de l'aide à la famille du prince Jason. Alors pour l'instant, la famille elle est un petit peu morflée, mais il reste toujours les enfants à protéger. Et à protéger de quoi? Eh bien, d'une grande tempête, d'un grand cataclysme, et dont on ne peut se protéger visiblement qu'en rentrant dans le shrine qui est gardé par tout un tas de soldats en armure physique, mais aussi en armure physique et physique. C'est-à-dire que les gardes sont des espèces de rhinocéros monstrueux, mais aussi on a des pandas guerriers ultra agressifs, des tigres virevoltants. Enfin bref, on a tout un tas toute une ribambelle, toute une panoplie d'animaux guerriers. Et donc pour pouvoir entrer dans ce shrine, il faut payer. Donc avec des biens, avec de l'argent, avec des épices, etc. Tout ce qui peut avoir une certaine valeur. Quel est donc ce shrine?
quel est cet endroit qui permet de se protéger. On le voit assez rapidement finalement dans la bande dessinée, mais j'ai quand même pas envie de vous le dévoiler. D'autant plus que, là je vous donne un micro-spoil, il y a du revirement de situation à la fin de ce deuxième tome, et on verra que la situation n'est peut-être pas si simple que ça. Donc voilà, un deuxième tome qui donc, après avoir profité des bonnes bases posées dans le premier, fait... Bah si, c'est vrai. Pourquoi tu rigoles ? Je voulais pas t'interrompre, fini, vas-y. Continue sur la mise en place de la psychologie des personnages, de leur passé, du pourquoi ils en sont là, et qui continue donc avec des personnages zoomorphes, enfin, c'est assez caricatural, mais on repère vite qui est qui. Les grands méchants détenteurs du pouvoir et de l'argent sont des vautours. Les gros costauds sont physiquement des gros costauds, des bœufs, des aurochs, des gros pandas, des rhinocéros, etc. Et les petites personnes faibles sont forcément des plus petits animaux, moins bien équipés naturellement pour le combat. Voilà. Ça fonctionne très bien pour qu'on repère assez instantanément le positionnement des uns et des autres. Pierrick. Alors moi je trouve que c'est un excellent tome 1 où les bases sont bien posées, où on arrive à la fin avec une quête, où on sait un peu où on va, où les personnages ont été bien caractérisés. Parce que je vous rappelle un peu mon avis sur le vrai tome 1. Voilà, je vous rappelle un peu mon avis sur le vrai tome 1. J'avais trouvé que c'était un peu creux, qu'il se passait pas grand chose et que il posait pas super bien l'ambiance. Le petit veut faire de la trompette. Voilà. Non, mais il réclame de l'attention, tu vois. Ça fait tout et n'importe quoi pour attirer l'attention. Hein. Ça se mouche, ça touche, ça se brosse le nez, ça se gratte les couilles. Non, mais voilà, quoi. Mais ça s'entend pas. Et voilà. Ah, mais enfin, moi, je le vois. Hein. J'avais été un peu déçu, du tome 1 qui posait vaguement l'univers, mais qui, allait pas très très loin, quoi. Et ce tome 2, enfin, pour moi, il était un peu temps que ça prenne un peu de l'ampleur et qu'on ait des personnages qui sont un peu plus mis en avant. Parce que, je sais pas si vous venez dans le tome 1, les héros, ils arrivent très très tard dans le bouquin. Oui, on pense d'ailleurs que c'est pas, enfin, au démarrage de la bande dessinée, on pense pas que ce soit eux les héros, quoi. On a un démarrage sur d'autres personnages qui finalement disparaissent très rapidement. Et là, enfin, pour moi, c'est ce que doit contenir un tome 1 qu'il y a dans ce tome 2, en fait. Globalement, hein. Ouais, mais c'est-à-dire que je trouve qu'ils ont pris l'option de mettre quand même des scènes d'action importantes dans le premier tome, plutôt que de faire que de la présentation. Et dans ce tome 2, on commence tout de suite avec de la présentation, donc finalement c'est effectivement ce que tu disais, la suite du tome 1, ce qui aurait pu être contenu dans le premier tome, et on continue avec d'autres scènes d'action. Mais finalement il y a peut-être... c'est beaucoup de scènes d'action a posteriori ou des choses qui auraient pu être décalées. Là, je trouve ça très cohérent sur l'ensemble du tome 1, tome 2. Après, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il y a certains éléments qui auraient pu basculer du tome 2 vers le tome 1 et inversement, mais c'est très cohérent, je trouve, sur l'ensemble tome 1, tome 2. Comme d'hab, moi, je trouve que c'est un découpage qui est très économique, en fait. Dans le sens... c'est découpé dans ce format-là en 2 tomes pour attirer le chaland, bien sûr. Pour que ça reste dans le format classique de la bande dessinée, qu'on fasse pas un album trop gros, qu'on le vende pas trop cher, voilà. Mais et c'est un peu dommage toujours de voir que c'est pas évident de lancer une série sur un tome 1 ils sont peut-être en 60 pages sur cela, je sais pas, ou ils sont peut-être en 46, j'ai pas fait gaffe. C'est pas évident donc de lancer une histoire là-dessus. Surtout que si on veut que son univers soit riche, mais c'est possible. Et là, 56. Voilà, 56. Et là, je trouve que sur le tome 1, il aurait pu aller un petit peu plus loin. Heureusement, il se rattrape sur le tome 2. Voilà. Oui. C'est vrai qu'on avait quand même émis des réserves sur le premier tome en ce qui concernait le découpage dans le scénario. Maintenant, on avait tous été d'accord aussi pour dire que l'univers qui était proposé était intéressant et qu'il fallait voir comment ça allait être traité dans le tome 2. Moi, il me semble qu'on a eu ce genre de discussion sur 999, le tome 2 était paru, on a été déçus, on a cette attente entre le premier tome de Batman de Marini et le deuxième, on verra ce que ça donnera. On avait posé la même chose sur le premier tome du Règne, on a le deuxième tome, et là, contrairement à 999, c'est, je trouve, une réussite. Thio. Alors, c'est une réussite.
Oui, sur certains points, mais sur d'autres, en fait, je vais être entre vous deux. Voilà, tu vois, je vais pas dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais être Alors entre vas-y, vous deux. sur quoi ça te pose souci? Alors là où c'est une réussite, non, on va commencer par les soucis d'abord. Les comme soucis, tu veux. comme ça on finit Fais sur comme le tu le sens. positif. Le souci, c'est qu'on a avancé dans l'histoire, mais on n'est pas allé plus loin que ce que nous proposait déjà le tome 1. Le tome 1, la quête qui nous est proposée, c'est d'aller au shrine. C'est bon, on y est allé. Ah ouais, mais le twist de fin est quand même assez important. Ouais, mais il m'a pas tant fait tomber sur le cul que ça, quoi. Voilà. Non. Après, Mais, voilà, c'est. quand tu lis le tome 1, tu te dis, bon, le shrine, ça reste quand même l'endroit où ils vont s'arrêter, il va se passer des choses ensuite dans le shrine, quoi. Là, le tome 2, Ouais, mais on s'oriente quand même franchement vers autre chose. Ouais, mais ça va pas. Ouais, voilà, écoute, ça va pas. Voilà. Je peux Personnellement. difficilement dire plus sans dévoiler, voilà, mais personnellement, ça m'a pas emballé plus que ça. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc Ok. au niveau scénaristique, je rejoindrai Pierre en disant c'est mieux que le tome 1, mais ça m'a pas non plus encore bien mis vraiment dans le move, quoi. Donc il faudrait attendre le tome 3. C'est un petit peu long. Maintenant, graphiquement, ça me permet en tout cas de patienter tranquillement jusqu'au tome 3. Ah ouais, on peut reprendre les pages et les refeuilleter parce Voilà, que c'est moi graphiquement, si tu veux, je peux le refeuilleter sans Ah souci ouais, ouais. et me dire, ok, il faudra que j'attende encore le troisième pour reprendre encore, en reprendre encore plein les mirettes. Ce qui fait que ça compense, on va dire, les deux. Maintenant, c'est pas non plus un truc mémorable qui pour l'instant reste dans ma mémoire, quoi. Ah, les dessins, les couleurs, Surtout- les traits là sous la pluie, d'une case à l'autre, ça part dans un sens, ça part dans l'autre, c'est très esthétique aussi sur les pages. C'est Surtout que même si le tome 3 sort dans 2 ans, comme le résumé, ils n'auront pas besoin de faire un gros pavé au Ça, début. c'est- oh là là, là, t'es- ça c'est moche. Là, ça. c'est dans la mauvaise foi. Tu sais quoi, prends un Ça grog. c'est moche. Ça. Prends tes petites pilules, ça te fera du bien. Une dose de bon esprit. Oui, s'il te donc plaît. très beau dessin de bois commun. Hein. Oui, ça, je suis assez d'accord là-dessus. Ah bon, on pourrait difficilement dire autrement, c'est un pas du très très Marini. Hein. bon travail. Pardon. Ah bah, oui, je peux plus faire le point Godwin, alors je suis méchant sur le reste. Pourquoi tu prends l'accent de Bourville pour le dire? Oui, Je sais pas. J'ai perdu mon vélo. Mais elle est où ma bicyclette? C'est là que. Mon vélo. Finalement, le point Godwin, c'était peut-être pas mal, quoi. Bon alors du coup moi je trouve que c'est une bonne bande dessinée, c'est un bon tome 2. Ça ouvre sur la fin du tome 2 ouvre quand même sur un tome 3 qui pour moi semble être prometteur. Toi tu l'attends pour être un peu plus sûr, enfin Pierrick aussi apparemment, Ouais. pour être un peu plus sûr de l'intérêt de la série. Voilà, moi j'aime bien l'univers qui est proposé. Maintenant, il va falloir quand même qu'à un moment donné, les choses se posent et se calment et qu'on avance sur une intrigue un peu plus intéressante. Parce que là, finalement, ce qui nous était proposé est d'une certaine façon balayé, donc il va falloir voir comment c'est géré pour la suite. Paco, Les Mains Rouges, le tome 2, suite et fin donc, de ce diptyque fait par Fabien Fellman et Eric Sago. Le pitch de départ, Alors, Alors, en fait, je vais on peut dire partir un au- pitch. je vais partir au tout début de l'histoire. Hein, donc, C'était il y a longtemps. c'est il y a longtemps. Donc, c'est l'histoire donc, d'un instituteur qui va commettre un crime de sang et qui, au lieu d'être condamné à mort, va être envoyé au bagne. Pas à Aubagne, ok, je la refais. Donc, il n'est pas envoyé à Aubagne, à l'est de Marseille, avec les À cigales. de Marseille, Voilà, au merci. pied du Gard-la-Bang, une petite ville Il est bien envoyé sympathique. À Toulon, où l'attention Patrie de va lui Marcel faire faire Pagnol. un beau voyage vers l'ouest, où il va découvrir des îles paradisiaques. Ah, est-ce qu'on peut avoir la météo de ces îles paradisiaques? Est-ce que vous pouvez repasser en mode normal, s'il vous plaît? Eh bien, au niveau météo, c'est assez sympa. Hein. Je veux dire, 30 degrés toute l'année. Un petit peu de pluie quand même dans les saisons humides, parce qu'on parle pas d'hiver là-bas. Visiblement, franchement, la Guyane, ça a l'air d'être un paradis. Mais pour les mecs qui sont envoyés au bagne, c'est pas, Ouais, pas vraiment cool, quoi. Ouais. Donc Paco, qui est surnommé donc Paco les Mains Rouges, parce qu'il a commis un crime de sang. Paco, lors de son voyage, s'est fait... il en a pris un peu plein la gueule, mais comme il a montré qu'il avait du caractère, les autres l'ont laissé un peu tranquille. Et il s'est fait un ami, un amant, un amour, une sorte de phare Un ami. qui lui a permis de rester à flot et de pas sombrer, on va dire, au milieu du bagne. Armand. Sauf que en fait, Armand, non, Aucun lien. voilà. Private joke.
Sauf que là, en fait, Armand a été envoyé donc sur l'île Saint-Joseph, qui est en fait l'enfer du bagne. C'est l'enfer de l'enfer, quoi. Et Non, ça, ce sera dans une autre émission. Ouais, merci, tu me l'as déjà fait il y a 15 jours au Club BD, il me semble. Ouais, mais en même temps, parce que tu fais les mêmes bennes, en fait. Donc, l'enfer de l'enfer, donc là, pour Armand, c'est qu'en plus donc d'être sur cette île qui est la plus dure, il est en plus à l'isolement aussi pendant plusieurs mois. Et donc, Paco qui lui a commencé à trouver quelques combines pour survivre et pour améliorer son ordinaire, on va dire, commence à se démerder, essaye d'avoir un peu des infos sur Armand qui est donc à l'isolement, lui essaye de lui faire parvenir des lettres, de l'encre pour qu'il puisse continuer à tatouer. Finalement, Armand va sortir de l'isolement. Paco s'est fait muter justement sur l'île Saint-Joseph, là où personne ne veut aller, mais lui il a demandé d'y aller. Et il a réussi. Bon. C'est le principe de mutation, ça. Bizarrement, aller dans un endroit où personne veut aller, on t'accepte. Donc du coup, il s'est retrouvé... Sauf dans les X-Men. Donc il s'est retrouvé sur l'île Saint-Joseph. Donc là, ils se retrouvent enfin, donc les deux amants ensemble. Et ils vont essayer justement de survivre dans ce milieu carcéral qui est quand même d'une difficulté et d'une rudesse qui est absolument hallucinante. Voilà, après, je ne vais pas vous raconter la fin et comment est-ce qu'ils vont réussir, on va dire, à s'en sortir, parce que finalement, l'histoire de Paco, c'est une lettre qu'il va laisser, une sorte de texte, on va dire, qu'il va laisser à sa famille pour qu'il puisse savoir en fait ce qui lui est arrivé quand il était au bagne. Moi, ce qui m'a vachement emballé vraiment déjà dans le tome 1 qui est paru il y a quelques années, et dans le tome 2 qui est sorti, donc finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Graphiquement, c'est au niveau donc de Eric Sago, donc le dessin, qui que dans les tons sépia, un dessin je dirais simpliste, mais qui en même temps, je trouve, permet vraiment une imprégnation, quoi. J'ai l'impression de vraiment rentrer dans ces années 30 ou dans ce bagne, quoi. Tu y es, tu as vraiment les personnages, les gueules. C'est un peu caricatural, mais mais du coup, ça reste très expressif, quoi. Ouais, très expressif. Avec ça, on va avoir aussi toute la gouaille et le jargon, on va dire, je pense, les malfrats de l'époque. Cette espèce de jargon qui te donne tout de suite un cachet, quoi. Tu te retrouves un peu dans du Audiard. Il y a un gros côté argot bien assumé. Mais qui est vraiment... Mais c'est génial parce que vraiment, tu es dedans, quoi. Tu es vraiment dedans. Le moment, oui. Ouais. Le moment où tu parles justement donc des tatouages que fait Armand un peu à tous les bagnards, certains pour se rappeler ce qu'ils ont fait, d'autres. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire qui est super intéressante. Le scénario, très honnêtement, on m'aurait vendu le pitch au départ en me disant c'est l'histoire donc de deux hommes qui vont tomber amoureux au bagne en Guyane. Je suis pas sûr que j'y sois allé directement et franchement, voilà, moi j'ai vraiment halluciné et j'ai vraiment pris un pied incroyable sur ces deux bouquins, quoi. Et vous? Moi, j'ai eu un peu de mal du fait de la distance avec le premier tome, en fait. Temporel. Ce qui fait que j'étais un petit peu perdu au départ pour me remettre dedans, pour savoir qui était qui. Et puis c'est vrai qu'ils ont cet argot qui est un peu particulier. Et puis j'ai aussi été un peu largué par cette narration qui est vraiment tout en voix off, une voix off très omniprésente, où en fait des dessins sont là pour illustrer ce qui est dit. Donc il y a parfois une redondance, parfois c'est mis en opposition sur certains sujets. Et je sais pas si c'est parce que j'ai perdu le fil entre les deux tomes, mais j'ai pas réussi à réaccrocher les wagons, en fait. J'ai trouvé l'histoire sympa, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, mais je me suis senti, tu vois, comme si j'avais raté une étape et que j'avais du mal à raccrocher et à rattraper. Et je suis arrivé à la fin en me disant, ouais, franchement, c'était une belle histoire, c'était bien raconté, j'aime beaucoup le style graphique, mais j'ai tellement le souvenir d'avoir aimé le premier tome, en tout cas, je me trompe peut-être, faudrait que je réécoute l'émission pour savoir ce que j'en ai dit, que j'ai pas retrouvé ce plaisir qui était dans mon souvenir, en fait. Voilà. Par contre, ouais, c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment bien raconté, et ça nous montre,
il s'amuse beaucoup à parler aussi des histoires qu'on connaît. Il fait des références à Papillon, à Seznec, tout ça. Et enfin, parce que ce bagne est un petit bijou pour le récit de façon globale, pour les récits de façon globale. Et je trouve qu'il est très bien utilisé, mais bah j'étais un peu perdu, malheureusement. Il faut pas oublier aussi de parler d'édition. C'est quand même un très joli livre. La couverture intégralement toilée. Et moi j'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup, mais elle est très fragile. Ah. Elle prend très vite, très facilement une marque de rayure. C'est pour ça, pour ça malheureusement, c'est une très belle édition, c'est superbe. Mais fragile. Au toucher, c'est super agréable, mais elle est très fragile. Ah, ça c'est dommage. Voilà, c'est le seul souci. Et puis il y a donc la partie histoire prend 56 pages et on a une bonne quinzaine de pages de bonus à la fin. Avec tout un tas de croquis, des explications supplémentaires. Donc voilà, c'est quand même une édition qui est assez sympathique. Puis la qualité du papier intérieur est très agréable également. Bon, je crois que tu devineras que je ne te suivrai pas sur ton coup de cœur. J'en suis Pas navré grave. parce que j'aurais vraiment aimé. Ah, mais tu vois, le gars, c'est le rabat-joie de service. Quand Ouais. même, quoi. On est deux à proposer du coup de cœur quand même sur cette émission. Enfin, et le voilà, gars, il suit pas deux fois. Dans tous les cas, Paco les mains rouges, donc ça, c'est un diptyque. Voilà, ça vous fait, à mon avis, j'irais 28 € les deux bouquins, mais vraiment. Alors, c'est peut-être un peu hors des sentiers battus, ça peut décontenancer, mais vraiment un pur bonheur. Ouais, puis alors, moi, la couve, j'en reste. Voilà, le côté rayure de bannière en bas et en haut avec des palmiers, c'est une jolie trouvaille. On va rester dans la qualité. Nous allons parler de Daredevil, All New Daredevil. Daredevil, enfin j'en sais rien, vous savez, mon anglais est pourri. Bref, voilà. Sachez qu'à force d'avoir regardé en VO la série Iron Fist, maintenant je le prononce presque bien. Iron Fest. Voilà, mais je vous emmerde toujours autant avec ma prononciation. Et t'as vu, j'ai fait un effort. Donc, Charles Soule et Ron Garnet ont pris les rênes et ils ont décidé de tout changer. Ils ont décidé, ou peut-être qu'on a décidé pour eux. Oui, c'est possible. Je ne sais pas, je ne vais pas. La maison d'édition ne sait pas comment ça marche. Bref, Matt Murdock est revenu à New York alors qu'il était en Californie sur le run de Mark Waid et est devenu assistant du procureur de New York. Donc il est passé de l'autre côté de la barre. C'est une bonne idée, ça. Franchement, une excellente idée, parce que c'est vrai que c'est une idée, on est habitué à le voir en tant qu'avocat, le voir de l'autre côté, chasser les criminels plutôt que de défendre les innocents. C'était une idée plutôt intéressante, bien trouvée. Autre idée intéressante, c'est celle de s'intéresser aux minorités, en faisant jouer tout le côté un nouveau personnage qui apparaît, qui est un sidekick, qui a développé une sorte de costume qui lui permet de se rendre invisible. Blind Spot. Voilà. Et que Daredevil arrive à voir, parce que il est beau être invisible, tout est invisible en fait Voilà. pour Daredevil. Donc, voilà. Donc ça lui pose aucun souci. Oui, pour rappel, Daredevil est le super-héros aveugle qui a développé des super sens qui lui permettent de sauver le monde, qui est avocat le jour, maintenant procureur, et super-héros la nuit. Mais au tout début, comment est-ce qu'il a fait pour avoir ses pouvoirs? Parce qu'il faut partir du début, je crois, non? Ouais, c'est ça. Au début, il a sauvé des gens avec un truc radioactif. Parce que la radioactivité, ça donne pas des cancers dans les BD. Ça donne des pouvoirs. Ouais. Ne faites pas ça chez vous. Ouais. Le petit message, ne faites pas ça chez vous. C'est vrai que tout le monde a un petit bout d'uranium chez lui. Non, n'essayez pas. C'est comme le catch américain. Ceci est fait par les professionnels. Ne reproduisez pas chez vous. Alors, tu peux tenter un truc, c'est que si t'as une caisse de chat dans les chiottes et que ton chat va chier, tu peux tenter de rester pendant un temps certain dans tes chiottes, après que le chat soit passé par là. Mais on dit que c'est radioactif, mais je suis pas convaincu que ça le soit réellement. Et puis, il faut voir que tu vas choper, je suis pas sûr que c'était. Ouais. Super pouvoir pourri, peut-être. Ouais, bien pourri, du cul. Vas-y, on te laisse continuer. Donc, idée pas mal. Et en parallèle, on va voir qu'il y a une sorte de, du côté des Chinois, de tous les sans-papiers et compagnie, il y a une sorte de nouvelle secte qui se met en place, qui essaie de passer pour une religion, qui est dirigée par un certain Didois, comme ce qu'il y a dans la main. Pour rappel, la main est l'adversaire un petit peu historique et mystique, historique de Daredevil. Voilà. Et d'Iron Fist.
Pardon. Oui, aussi. Bref, plein de bonnes idées dans ce pitch quand même. Mais alors, qu'est-ce que c'est mal branlé en termes de rendu. Ah oui, ça c'est un terme technique. Ça. Ouais, non, mais faut pas abuser. Je suis fan de Daredevil. J'adore ce personnage. J'ai pu pardonner plein de choses aux scénaristes qui sont passés derrière. Mark Waid, qui au début de son run a voulu faire un truc trop super-héroïque, lumineux, Bling, etc. Bling bling. Ouais, mais il arrivait à le justifier par le côté un peu maniaco-dépressif, le gars qui essaie de se convaincre que ça va bien, mais qu'en fait ça va mal dans sa peau. Et il arrivait à sauver les meubles vers la fin. Enfin, c'était très, 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 très... voilà. La deuxième partie de l'arc de Mark Waid, je l'avais trouvé plutôt sympa, même si on était loin du travail d'un Brubaker ou d'un Bendis. Là, je saisis pas. Alors, ils ont changé son costume. Pour rappel, à chaque fois qu'on change le costume de Daredevil, en général, la série est pourrie. Ça dure jamais longtemps. Hein. Voilà. Et il y avait un petit run qui avait été intéressant par Warren Ellis au scénario, où il avait changé le costume, mais ça n'avait pas duré. Enfin, voilà. Bref, ils lui mettent un sidekick, ce qui est une bonne idée, parce que ça crée une relation entre les personnages qui peut être cool. Le fait qu'il devienne procureur, ça devrait pouvoir être cool, mais en fait, c'est sous-exploité. Voilà. Et en plus, ils mettent des méchants, mais... si on lui remettait des ninjas de la mort en face, sauf que c'est des ninjas de la mort ridicules, ils viennent d'une série Z sortie du néant. Tu relevais le coup du... Le gars, il s'appelle 10 doigts parce qu'il a 10 doigts à la main, à chaque main, et il a même un flingue avec 10 gâchettes. Mais putain, bordel, à quoi ça sert? Le barillet, il rentre pas 10 balles dedans. Sans compter que je te repose la même question, comment fais-tu pour tenir un flingue qui fait donc 20 cm de haut, juste entre ton pouce et ton index? T'es trop balèze. Non, mais Excuse-moi. c'est les 10 doigts, c'est les pouvoirs de la main. Entre tes 2 pouces et tes 8 autres doigts? Parce que du coup, vu que t'as les gâchettes, tu ne peux pas serrer la crosse. Enfin bon, c'est purement technique. Ouais, toi tu t'attaches des trucs aussi. Le côté des minorités ethniques est traité plutôt pas mal du côté de Blind Spot, mais plutôt cliché du côté de tout le reste. Voilà, parce que non, Blind Spot, à la rigueur, ça tient encore un peu la route. Et surtout, tout le monde a oublié que Matt Murdock est Daredevil parce que il a fait un truc. Mais voilà. On sait pas quoi. On sait pas quoi. Alors, c'est peut-être super intéressant. J'espère que c'est super intéressant parce que je vais continuer parce que voilà, j'aime me faire mal, j'aime Daredevil. J'espère que c'est une bonne idée. Mais ça fait peur là parce que là pour le moment, j'ai rien vu qui est une bonne idée. Alors, sans compter en plus que comment est-ce qu'on apprend que Daredevil a réussi à faire oublier au reste du monde, que Matt Murdock a réussi à faire oublier qu'il était Daredevil. Ça apparaît dans une page, dans une phrase prononcée par Foggy, qui est le seul au monde à savoir qui il est. Voilà. C'est le seul qui sait. Et ensuite, on revoit même plus Foggy. Ouais, et puis on revoit Elektra qui... Ah oui, on a des super planches des couvertures de Sienkiewicz qui déchirent quand même. Parce qu'il y a des épisodes avec Elektra, voilà, bon, c'est tout. Au dessin, on commence par du Ron Garnet dans le premier tome, qui reste sur un noir, des noirs assez poussés, que j'ai trouvé assez intéressant. Qui arrivait à avoir une sorte à trouver ce juste milieu entre le côté très très noir qu'on a eu sous les runs de Bendis et Brubaker et le côté super héroïque un peu bling bling qu'on pouvait avoir un peu plus du côté des runs de Mark Waid. Et dans le tome 2, comme on a des mini-séries, on arrive avec un peu d'autres dessinateurs. J'ai pas mal aimé le travail de Matteo Buffani et de Koran Suzuka. Je prononce sûrement très très mal, hein, cherchez pas, il y a des accents sur toutes les lettres sur Suzuka. Sur le Z, pardon. Voilà, ça marche bien, c'est du un peu classique, mais oui, il nous faut le coup dans le tome 2 de nous envoyer Daredevil qui va incognito dans un casino. Alors d'un coup, le gars il nous met un costume, le Matt Murdock. Il va à Macao. Voilà. Mais c'est cliché. Macao. Ça m'a déçu à un point, vous pouvez pas imaginer, et pourtant je suis fan de Daredevil. Thio. C'est justement parce que tu es fan. Ouais, Thio, vas-y. Enfonce le clou. Parce que tu n'es pas fan. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, mais alors voilà, je suis pas fan déjà, mais il y a eu quand même des runs sur Daredevil qui m'ont quand même beaucoup plu. Je veux dire, j'ai dit, waouh, c'est trop bien, c'est trop de la balle et tout. Et là, j'ai eu le premier tome, j'ai fait, mais c'est quoi cette... What the fuck? C'est quoi cette merde? Clairement, comme tu dis, il y a beaucoup de bonnes idées. Donc il est procureur, le gars. Enfin, il est adjoint du procureur. Et donc, en fait, quand un des témoins qu'il va amener au tribunal pour témoigner, qui est donc sous la surveillance de la police, se fait en fait, pas dézinguer, mais bon, est retrouvé par les membres du gang
donc au sein du tribunal, au sein donc, de la cellule de sécurité, qui est-ce qui en prend plein la gueule ? C'est Matt Murdock, parce que c'est bien connu qu'en fait, c'est l'avocat qui doit protéger son témoin, quand c'est la police qui doit le faire. Parce que du coup, là, il va aller aux affaires de merde, voilà. Là, tu dis, ok, c'est super logique, voilà. Après, tu m'as dit en plus que le scénariste était avocat. Il a été juriste, ouais, c'était écrit à la fin. Charles Saul. Ok, il a été juriste. Chercher l'erreur. Donc lui aussi, il faisait la sécu pour ses témoins et pour ses plaignants. Ok. Bien évidemment. Voilà. Après, bon, je dirais que Blindspot, donc, qui est un immigré chinois, son prénom c'est Samuel. Moi, ça me pose pas de problème. Ok. Samuel Chang, exactement. Voilà. Tu te dis, ok, le mec il vient de Chine, il s'appelle Samuel. Après, je suis d'accord, peut-être qu'il voulait pas faire cliché, mais du coup, c'est lui qui a décidé de changer de nom parce que les gens n'arrivaient pas à prononcer son prénom. Ah, peut-être. Non, mais c'est peut-être moi qui vois le mal partout. Hein. Bon, après, le coup du flingue à 10 doigts, le coup des 8. Parce qu'en fait, le grand Big Boss s'est créé une sorte de garde rapprochée qui sont la garde des 8. Parce que eux, en fait, ils ont récupéré un petit peu du pouvoir et ils ont 8 doigts désormais, pas 10. Ce qui est trop utile dans la vie. Voilà. Trop utile ? Oui. Moi aussi, je peux faire de la merde, tu vois. Voilà. Bon, après, voilà, donc la main qui revient, qui est donc la secte mystique de grands tueurs psychopathes, quand même, hein, qui ont des super pouvoirs. En fait, ils font un peu de la merde. Ouais. Et là, tu te dis, la main, elle a bien faibli, quand même. Hein. Peut-être parce qu'il lui manque des doigts. Voilà, ça va être pour ça. Bon, enfin, dans l'ensemble, clairement, graphiquement, oui, c'était plaisant, même si c'est pas aussi beau que ce que j'ai pu voir sur d'autres runs de Daredevil. Mais là, je choisis toujours la même référence et donc bon, c'est pas la peine. Scénaristiquement, très honnêtement, comme tu dis, c'est vraiment pas bien branlé du tout. C'est tout branlant, quoi. Branlant. Il y a rien qui tient. On a mis un assemblage de bonnes idées. Et en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, le mec, il a oublié de mettre de la colle entre les morceaux, quoi. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui tient debout et ça te donne une impression de truc négligé qui est assez hallucinante. J'avoue que c'est un peu la première fois que j'arrive à lire un bouquin et de me dire, mais est-ce qu'il y a personne qui à un moment donné l'a relu et lui a dit, un pilote dans l'avion. Il dit non, mais lui a dit, écoute, faudrait peut-être quand même faut que ce soit logique, quoi. Un minimum. Donc voilà. Pour l'instant, je vous avoue, je n'ai lu que le tome 1. Je vais lire le tome 2 quand même pour avoir un avis. Un peu du mieux. Peut-être un peu mieux. Voilà. Mais bon. Mais peut-être part de loin. Peut-être que sur l'ensemble de l'arc, il y aura 5 ou 6 bouquins, à la fin, on dira oh, putain, comme il nous a niqué le cerveau. Oh là là, c'est putain, trop. J'aimerais trop, mais là, je me permets d'avoir un gros doute. En fait, pour moi, c'est typiquement le genre de truc que je lirais volontiers dans une revue Marvel, tu vois, que j'achète en kiosque, où t'as 4 histoires dedans de qualité variable. 4 histoires. Voilà, ouais, mais c'est pareil, je t'ai dit, je fais de la merde. De qualité variable, et où t'as celle-là, et t'aimes bien Daredevil, donc tu suis, et puis il y a d'autres histoires à côté qui sont plus ou moins sympas. Tu sais, le truc que tu lis, voilà. Là, ils te le sortent en bel album de la mort. Non, ces histoires-là, elles valent pas le coup d'être sorties en bel album de la mort. Pour moi, ouais, c'est le fascicule Panini que tu t'achètes. Alors, je dis pas qu'il y a pas parfois des perles en kiosque, mais pas là. Voilà, pas là. Je pense qu'il faut s'arrêter. On va s'arrêter à ça. Faut arrêter de faire du mal. Non, encore, non, mais arrête, quoi. Franchement, toujours cette chanson. This is the end. Ah ouais, c'est mieux. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On regrette de devoir finir sur une telle déception. C'est rare qu'on soit aussi méchant sur un bouquin. Mais là, vous avez touché à mon cœur. Là, c'est... Il y en a qui ont le cœur Mantalo, toi t'as le cœur Dédé. Moi j'ai le cœur Dédé. Dédé, il est où Dédé? Il s'occupe de l'équipe de fraises. Il faut gratter Dédé. Il faut gratter Dédé, ouais. Je te le laisse. On espère que vous aurez apprécié, que nous ayons pris des bonnes résolutions, que la qualité de nos émissions n'a pas trop faibli, que le fait que je leur coupe la parole ne leur a pas permis de s'étendre un peu trop, que les nouvelles blagues de Tizak ne vous ont pas trop dérangé, et que le fait que Thio soit dans les clous. Que le fait que Thio soit obligé de s'étendre lorsque c'est son tour de parler ne vous ont pas trop posé de soucis. Dites-nous si nous avons un petit souci et s'il faut qu'on continue ces résolutions. On est prêt, on va essayer de tenir le coup. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, la totale. À mettre des likes sur iTunes parce que c'est cool. Et puis,
allez nous offrir un petit café sur Tipeee, quoi. Ça coûte pas grand-chose, un petit euro par mois. Par émission, pardon, nous on est par émission, et puis même vous pouvez mettre un max par mois, si vous voulez pas donner plus de 2 euros par mois, vous pouvez, même pas plus d'1 euro par mois, vous pouvez. Là, ça nous aidera. Là, tu fais mendiant. Ouais, je sais, mais ça nous aidera. On a besoin de ça parce qu'on a notre matos qui commence à nous Non, donner il est des vraiment, signes nous donner des signes plus de en peur. plus, jusqu'au jour où ça sera vraiment compliqué là. Voilà. Merci à tous, à très bientôt et ciao ciao. Ciao, ciao. Au revoir.